si je vous disais qu'un simple gamin de la classe moyenne, avec zéro argent, sans diplôme, criblé de dettes et poursuivi par des gangs, allait transformer un sport marginal en une machine à cash de plusieurs milliards de dollars, ramener le président de la première puissance mondiale à ces événements, ou encore transformer un simple concours de gifs en un monstrueux business rentable. Dana White, ce n'est pas seulement le visage de l'UFC. Il est le symbole du courage et de l'audace entrepreneuriale. Sa vie, c'est l'histoire d'un homme qui a pris des risques insensés, brisé toutes les règles et changé à jamais l'univers du sport. Mais derrière cette réussite éclatante, il y a des sacrifices, des ennemis et des combats qui se jouent hors du ring. Dana White, un nom qui est devenu indissociable de l'UFC, a démarré comme beaucoup d'entre nous, sans privilèges, mais avec une vision inébranlable. Né dans une petite ville, élevé par une mère célibataire, il a dû se battre contre les préjugés, la peur de l'échec et un système qui n'attendait rien de lui. Ce qu'il a accompli est tout simplement stupéfiant. Transformer un sport autrefois vu comme brutal et illégal en un phénomène mondial regardé par des millions de personnes à travers le monde. Et ce n'est pas seulement une histoire de succès. C'est une leçon brute et inspirante sur ce qu'il faut pour tout risquer et sortir gagnant. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir les secrets de cet empire et les leçons que vous pouvez appliquer à votre propre vie. Dana Frederick White Jr. voit le jour le 28 juillet 1969 à Manchester, dans le Connecticut, une petite ville calme de la côte est des États-Unis. Dès le départ, sa vie est marquée par l'instabilité familiale. Ses parents, June et Dana White Sr., divorcent alors qu'il n'est qu'un enfant. Il est majoritairement élevé par sa mère, une femme déterminée mais débordée par les défis de la vie quotidienne. Dana White a également une sœur, Kelly, avec qui il partage un lien fort durant ses premières années. Le divorce de ses parents crée une petite faille dans son équilibre. Sa mère se démène pour joindre les deux bouts, enchaînant plusieurs emplois. Dana décrit plus tard cette période comme difficile, les tensions financières étaient constantes et le manque de présence parentale l'a forcé à se débrouiller seul dès son plus jeune âge. Sa relation avec son père était pratiquement inexistante et dans plusieurs interviews, Dana confie qu'il ne considérait pas son père comme un modèle ou une influence dans sa vie, ce qui a nourri un besoin de prouver qu'il pouvait réussir par lui-même. La famille White déménage fréquemment à cause des contraintes financières. Dana raconte que ces changements constants d'école et de quartier l'ont obligé à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements, mais aussi à apprendre à se défendre face à l'intimidation. À chaque nouveau départ, il ressent un sentiment d'instabilité qui forge son caractère résilient et son ambition de vouloir plus de la vie. Très tôt, Dana développe un intérêt pour les sports, particulièrement la boxe. Et à l'âge de 10 ans, il commence à regarder des combats avec fascination. Il s'entraîne d'abord dans son garage avec des sacs de sable qu'il a lui-même bricolés. Et à l'école, il se fait remarquer pour son énergie débordante. Il n'était pas nécessairement un élève brillant, mais il se montrait déjà compétitif et déterminé dans les cours d'éducation physique. Et la boxe devient rapidement un échappatoire face à ses frustrations. C'était pour lui un moyen de canaliser sa colère et se concentrer sur un objectif clair. Adolescent, Dana commence à se distinguer par son caractère rebelle. Il n'aime absolument pas l'autorité et questionne constamment les règles imposées par ses professeurs ou ses supérieurs. Il rêve de grandeur, il part déjà à ses 14 ans de construire quelque chose qui le rendra riche et indépendant. Et c'est dès cet âge qu'il comprend qu'il ne peut pas avoir une vie de salarié ou de quelqu'un de normal, tout simplement. En parallèle de l'école, il fait la planche dans les restaurants, travaille comme livreur et aide dans des entrepôts. Il quitte brièvement le lycée et commence à fréquenter des salles de sport locales où il s'entraîne sérieusement. Il décide de ne pas poursuivre ses études universitaires, mais malgré les encouragements de sa mère, il explique qu'il ne voyait aucun intérêt à accumuler des dettes pour un diplôme qui ne garantissait absolument pas son succès dans la vie. Dana White attribue une grande partie de son succès à ses années formatrices. L'instabilité de son enfance et les défis financiers qu'il a dû surmonter lui ont appris la résilience et l'importance de prendre des risques calculés. Il a aussi développé un talent pour observer les gens, un atout qu'il utilisera plus tard pour négocier avec des combattants, des sponsors et même des présidents. Dès son adolescence, Dana commence à organiser des mini-tournois de boxe dans son quartier et il se charge de recruter des participants et même de négocier les petites mises d'argent entre spectateurs. Bien que son enfance ait été marquée par des gros obstacles, c'est justement cette période qui a forgé le caractère de Dana White. Il a appris à être débrouillard, à faire face à l'adversité et à transformer ses faiblesses en force. Chaque déménagement, chaque dispute familiale et chaque petit boulot ont contribué à forger l'homme qui allait un jour diriger un empire mondial. Cette partie de sa vie est une leçon sur la résilience, la vision à long terme et l'importance de ne jamais se laisser abattre par les circonstances. Dana White découvre la boxe à l'âge de 14 ans dans un gymnase local à Manchester et c'est une révélation immédiate pour lui. Le mélange de discipline, de stratégie et de défis correspond parfaitement à sa personnalité, compétitive et rebelle. Il commence à suivre des combats célèbres, notamment ceux de Mike Tyson, qui devient rapidement un de ses modèles. Tyson représente pour Dana White la puissance brute et la détermination nécessaires pour dominer dans n'importe quel domaine. Et à cette époque, il passe la majeure partie de son temps libre à s'entraîner dans un gymnase improvisé, apprenant les bases de la boxe grâce à des coachs bénévoles. Dana n'est pas seulement
passionné par la boxe. Il y consacre tout son temps et son énergie. Il est connu pour arriver avant tout le monde et c'est même lui qui reste le plus tard dans cette salle. Il développe une discipline rigoureuse, se levant tôt le matin pour courir, travaillant son endurance et perfectionnant sa technique. Cette discipline deviendra plus tard l'un des traits qui définira son succès dans l'industrie sportive. Dana commence à aider des jeunes boxeurs dans son quartier. Il se charge de leur montrer les bases du sport, leur apprenant des mouvements simples. Il devient rapidement une figure respectée dans les petits cercles de la boxe locale. Ses qualités d'entraîneur émergent dès cette époque. Il a le don de motiver les gens, de leur faire croire en eux-mêmes et de les pousser à se surpasser. Et en 1987, à seulement 18 ans, Dana commence à organiser des petites séances d'entraînement dans des garages ou des gymnases improvisés. Cela marque ses premiers pas en tant qu'organisateur dans le sport. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Dana quitte le Connecticut pour s'installer à Boston, une ville connue pour sa culture sportive et son amour de la boxe. À Boston, il s'inscrit dans les salles de sport les plus prestigieuses, où il côtoie des boxeurs professionnels et des entraîneurs expérimentés. Et ses rencontres élargissent sa vision du sport et de son potentiel, étudiant la manière dont ces événements sont organisés. Il comprend rapidement que le sport n'est pas seulement une question d'athlète, mais aussi une affaire de marketing. Dana lance sa première initiative entrepreneuriale en ouvrant une petite entreprise de coaching appelée Dana White Entreprise. Il se concentre sur l'entraînement personnel, aidant non seulement des boxeurs amateurs, mais aussi des professionnels et même des clients non athlètes à se mettre en forme. Son charisme et sa capacité à inspirer les gens attirent rapidement des clients fidèles. Dana apprend alors à gérer un business, à négocier avec des clients et à promouvoir ses services. Des compétences qui lui serviront plus tard dans son ascension à l'UFC. Pendant son séjour à Boston, Dana fait la connaissance de Lorenzo Fertitta et de son frère Frank Fertitta, des entrepreneurs riches et passionnés de sport. Bien que leur amitié soit encore naissante à cette époque, leur connexion autour du sport et du business devient rapidement évidente. Dana commence à leur parler de ses idées pour transformer les sports de combat, jetant sans le savoir les bases d'une collaboration révolutionnaire. 1993 marque la naissance officielle de l'UFC, Ultimate Fighting Championship, mais pour l'instant Dana n'est pas encore impliqué dedans. Il découvre cependant les arts martiaux mixtes, MMA, à travers des vidéos et des événements locaux organisés à Boston. Intrigué par ce sport émergent, il commence à s'y intéresser de plus près. Bien qu'il soit encore profondément enraciné dans la boxe, il voit déjà le potentiel du MMA comme une discipline spectaculaire et brutale, capable d'attirer un large public. En 1993, Dana quitte brusquement Boston après avoir reçu des menaces de la mafia irlandaise locale. Selon ses propres mots, il devait une somme d'argent importante à un gangster qui lui avait prêté de l'argent pour financer certains aspects de son business de coaching. Refusant de payer, il reçoit un appel très clair: tu as 24 heures pour quitter la ville. Cette expérience traumatisante l'amène à tout abandonner et à déménager à Las Vegas, où il commence un nouveau chapitre de sa vie. À Las Vegas, la capitale mondiale des jeux et des combats, Dana trouve un environnement parfait pour développer ses ambitions dans le sport. Il commence à travailler comme un entraîneur de boxe et s'immerge dans la culture locale des sports de combat, y compris des arts martiaux mixtes. Sa capacité à créer des connexions importantes avec des athlètes, des promoteurs et des investisseurs devient un atout majeur pour son avenir. Cette période marque le début de Dana White en tant qu'acteur clé dans le monde du sport et du combat. Sa passion pour la boxe, sa résilience face aux défis et son esprit entrepreneurial commencent à se combiner pour créer un profil unique. Il n'était pas encore président de l'UFC, mais il avait déjà tous les ingrédients nécessaires pour le devenir. Une éthique de travail inébranlable, une vision à long terme et un talent exceptionnel pour motiver et diriger les autres. Comme je l'ai dit juste avant, en 1993, l'UFC est fondé par Art Davey, Ronion Gracie et d'autres partenaires, avec l'idée de créer un tournoi pour déterminer quel style d'art martial est le plus efficace. Bien que spectaculaire, l'UFC souffre d'un marketing limité et d'une image publique négative, largement perçue comme combat clandestin sans règles. Et entre 1997 et 1999, l'organisation traverse une période de turbulence et les politiciens, menés par John McCain, qualifient les événements de l'UFC de combats de coqs humains et font pression pour les interdire. La plupart des États bannissent les événements, forçant l'UFC à organiser des combats sur des terres amérindiennes ou à l'étranger. Et en 2000, la société est au bord de la faillite. Les audiences à la télévision diminuent et l'UFC ne parvient plus à se développer en tant qu'organisation légitime. Et à ce moment-là, la société appartient à SGE, Semaphore Entertainment Group, qui cherche désespérément un sauveur pour racheter l'UFC. En 2000, Dana White, qui travaillait comme manager pour des combattants de MMA tels que Chuck Liddell et Tito Ortiz, entrevoit une opportunité en découvrant l'état financier désastreux de l'UFC. Dana contacte ses amis Lorenzo et Frank Fertitta, riches entrepreneurs et copropriétaires de la société de jeux d'argent Station Casino. Les Fertitta sont impressionnés par la vision de Dana White pour l'UFC, transformer ce sport marginal en un spectacle grand public comparable à la boxe ou au football américain. Et en janvier 2001, Lorenzo et Frank Fertitta achètent l'UFC pour 2 millions de dollars, un montant dérisoire pour une entreprise qui, à ce moment-là, accumule des dettes. Dana White est nommé président de l'UFC et reçoit 10% des parts de la nouvelle société. Sa mission, revitaliser une organisation en déclin et en faire un produit attractif. Immédiatement après l'acquisition, Dana se concentre sur la légalisation du sport. Il collabore avec des commissions athlétiques dans plusieurs États pour établir les règles universelles et professionnaliser le MMA. Ces règles incluent les catégories de poids, des règles strictes pour sécuriser les combattants, comme les interdictions de coups illégaux, la durée des rounds, etc. Mais ces efforts dans les débuts sont difficiles
difficile. L'UFC perd 44 millions de dollars entre 2001 et 2004. En 2005, Dana et les Fertitta prennent une décision risquée en investissant dans une émission de télé-réalité. L'émission est diffusée sur Spike TV et suit des combattants professionnels en compétition pour un contrat à l'UFC. Le combat final entre Stéphane Bonnard et Forrest Griffin, diffusé en direct, devient un moment légendaire du MMA. Les audiences explosent et l'UFC gagne une nouvelle base de fans. Résultat, l'UFC commence enfin à générer des bénéfices après des années de pertes. Dana White adopte une approche audacieuse pour transformer l'UFC. Déjà pour l'expansion internationale, il organise des événements au Canada, au Royaume-Uni et plus tard en Asie et au Moyen-Orient. Pour les partenariats stratégiques, Dana White s'associe avec des sponsors majeurs comme Harley Davidson, Bud Light et Reebok, donnant à l'UFC une crédibilité commerciale. Et au niveau des réseaux sociaux, Dana encourage les combattants à se connecter directement avec les fans via des plateformes telles que Twitter, Instagram et Facebook. Cela contribue à humaniser les athlètes et à fidéliser les fans. Pour consolider la domination de l'UFC, Dana White et les Fertitta achètent des organisations concurrentes, notamment le Pride Fighting Championships en 2007, une organisation japonaise renommée dont l'acquisition amène des stars comme Fedor Emelianenko et Mauricio Shogun Rua à l'UFC, mais également la WEC, World Extreme Cage Fighting et Strikeforce. Ces acquisitions permettent d'élargir le roster des combattants et de proposer plus de combats. Sous la direction de Dana White, l'UFC commence à produire des combattants célèbres qui transcendent le sport. Chuck Liddell, surnommé le Iceman, devient l'un des premiers visages iconiques du MMA. Georges Saint-Pierre, connu pour son talent et son professionnalisme, attire un public international, notamment au Canada. D'ailleurs, c'est une légende et je vous invite à voir son interview. Mais aussi, Anderson Silva domine la division poids moyen avec un style spectaculaire et innovant. Avant même que l'UFC ne devienne un phénomène mondial, Dana White reçoit un soutien crucial de Donald Trump. En 2001, alors que l'UFC peine à trouver des lieux pour organiser ses combats, Trump offre son casino, le Trump Taj Mahal, à Atlantic City pour accueillir des événements. Leur collaboration renforce leur amitié, qui persistera même après que Trump devienne président en 2016. Dana soutiendra Trump publiquement lors de plusieurs campagnes, déclarant qu'il a toujours été un allié fidèle de l'UFC. En 2007, l'UFC est officiellement rentable, avec des revenus annuels atteignant plus de 200 millions de dollars. Les événements sont désormais diffusés dans plus de 150 pays, attirant des millions de fans à travers le monde. Dana White transforme un sport marginalisé en un phénomène culturel, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour les arts martiaux mixtes. L'achat de l'UFC en 2001 est l'un des paris les plus audacieux de Dana White. En seulement 6 ans, il transforme une organisation défaillante en un géant de l'industrie du sport, redéfinissant la perception des arts martiaux mixtes à l'échelle mondiale. Ce chapitre marque le début de la domination de l'UFC et établit Dana White comme l'une des figures les plus influentes du monde sportif. En 2008, l'UFC atteint un tournant majeur en termes de reconnaissance internationale grâce aux efforts marketing et au succès des superstars comme Georges Saint-Pierre, Brock Lesnar et Anderson Silva. L'organisation se positionne comme l'un des sports les plus populaires au monde. Georges Saint-Pierre, le Canadien, devient une légende vivante du MMA, attirant des foules records, notamment à Montréal, où plus de 23 000 spectateurs assistent à son combat contre John Fish en août 2008. Brock Lesnar, ancien lutteur WWE, attire un nouveau public de fans grâce à son immense popularité et son charisme. Il devient champion poids lourd en battant Randy Couture en novembre 2008. Les pay-per-view explosent. Et en 2010, l'UFC génère plus de 400 millions de dollars en revenus pay-per-view, surpassant ainsi la boxe et établissant un nouveau standard dans les sports de combat. Des événements sont organisés dans des marchés inexplorés comme Abu Dhabi, l'Australie, le Brésil et même la Chine. Et en 2001, l'UFC signe un partenariat historique avec Fox Sports pour un contrat de diffusion de 7 ans. Cela permet à l'organisation de toucher un public plus large en diffusant des combats gratuitement à la télévision. Premier combat sur Fox, Junior Dos Santos contre Cain Velasquez, avec des audiences dépassant plus de 9 millions de téléspectateurs. Et en 2012, l'UFC inaugure son nouveau siège social à Las Vegas, un complexe ultra moderne symbolisant le succès grandissant de l'organisation. En 2013, l'UFC signe un combattant irlandais inconnu du grand public, Conor McGregor. Très vite, son charisme, ses provocations verbales et ses performances spectaculaires captivent le monde entier. Et en 2015, Conor devient un champion poids plume en battant José Aldo en seulement 13 secondes, un record. Et Dana White considère Conor McGregor comme le plus grand atout marketing de l'UFC, générant des centaines de millions de dollars. Ronda Rousey devient la première championne féminine de l'UFC et une icône culturelle, attirant un public féminin. Elle participe également à des films hollywoodiens, renforçant la visibilité de l'UFC. En 2015, Rousey est à la tête d'affiche de l'événement UFC 193 qui attire un public record de 56 214 spectateurs en Australie. Et en parallèle, John Jones, bien évidemment, s'impose comme l'un des plus grands talents de l'histoire du MMA. Et malgré ses scandales personnels, ses performances dans l'octogone restent inégalées, consolidant l'UFC comme le sommet des sports de combat. En 2016, l'UFC est vendu à WME et IMG pour un montant record de 4,2 milliards de dollars, c'est colossal. La plus grande transaction
version de l'histoire du sport à l'époque. Dana White reste président de l'UFC et continue à superviser la direction et les opérations de l'organisation. En 2016, Conor McGregor et Nate Diaz participent à 2 des combats les plus mémorables de l'histoire de l'UFC. Leur premier affrontement à l'UFC 196 génère plus de 1,5 million d'achats de pay-per-view et leur revanche à l'UFC 202 passe le record avec 1,6 million d'achats de pay-per-view. En 2017, Dana White organise un combat de boxe entre Conor McGregor et Floyd Mayweather, une idée révolutionnaire qui mêle 2 mondes différents. Et résultat, 4,3 millions d'achats de pay-per-view et plus de 600 millions de dollars de revenus générés. Et en 2019, l'UFC signe un partenariat exclusif avec ESPN+, élargissant sa portée numérique. Les événements sont diffusés dans plus de 150 pays et l'UFC s'impose comme une marque mondiale. Le Covid-19 en 2020 représente un défi majeur pour tous les sports, mais l'UFC est l'une des premières organisations à reprendre les activités. Dana White organise des combats sur une île isolée à Abu Dhabi, garantissant la sécurité des combats tout en maintenant l'intérêt des fans. Et résultat, l'UFC conserve ses revenus, tandis que les autres ligues sportives peinent à s'adapter. Et en 2021, l'UFC atteint des sommets financiers avec des revenus dépassant plus d'1 milliard de dollars pour la première fois. Et l'organisation continue d'innover, avec bien sûr des combats historiques. Francis Ngannou devient le premier champion poids lourd africain en 2021. Des superstars montantes comme Israël Adesanya, Khamzat Chimaev et d'autres superstars promettent un avenir brillant pour le MMA. Et au niveau de ses relations avec Trump, Dana White continue d'entretenir des relations étroites avec Trump et en 2020, il participe à la Convention nationale républicaine et soutient Trump dans ses campagnes électorales. Cette alliance suscite des débats mais renforce la position de Dana comme une figure influente au-delà du sport. L'apogée de l'UFC est le résultat direct de la vision et de la ténacité de Dana White. En transformant un sport marginal en une entreprise mondiale, il a non seulement redéfini les arts martiaux mixtes, mais il a également prouvé qu'avec de l'audace et du travail acharné, tout est possible. Aujourd'hui, l'UFC est plus qu'un sport, c'est une culture, un phénomène mondial et un témoignage de la capacité à surmonter les défis et à viser l'excellence. L'UFC, sous la direction de Dana White, ne se limite pas à être une organisation de sport de combat, c'est une machine commerciale parfaitement huilée, structurée pour maximiser les profits, le spectacle et l'impact culturel. Voici clairement les éléments qui composent cet empire. Pour commencer, il y a les événements PPV. Le système PPV est au cœur du modèle économique de l'UFC. Chaque événement phare est vendu directement aux spectateurs, générant des revenus énormes. Exemple, en 2021, l'UFC 257, donc McGregor contre Dustin Poirier, a généré plus de 1,6 million d'achats de pay-per-view, rapportant près de 80 millions de dollars en une seule soirée. Chaque combat est stratégiquement planifié pour opposer des stars ou des combattants prometteurs, afin de maximiser l'intérêt du public. Il y a également les contrats télévisés et numériques. En 2019, comme j'ai dit, l'UFC a signé un contrat exclusif avec ESPN+, une plateforme de streaming sportive, pour diffuser tous ces événements. Ce partenariat rapporte plus de 300 millions de dollars par an, garantissant une source de revenus stable et augmentant la visibilité de l'UFC auprès d'un public international. Mais l'un des plus importants, c'est le sponsoring bien sûr et les partenariats. L'UFC collabore avec des marques mondiales comme Monster Energy, Venom et Crypto.com. Ces partenariats ne se limitent pas à du sponsoring, ils incluent souvent des collaborations innovantes comme l'intégration des NFT pour engager les fans. Exemple, en 2021, le partenariat avec Crypto.com a rapporté plus de 175 millions de dollars, établissant un nouveau standard dans le sport. Par rapport à la gestion des combattants, l'UFC abrite les meilleurs talents mondiaux en arts martiaux mixtes. Cependant, Dana White a mis en place une gestion rigoureuse, parfois critiquée mais très efficace. Par rapport au recrutement, l'UFC ne se limite plus aux États-Unis. Grâce à ses émissions comme Ultimate Fighter ou ses académies, elle déniche des talents partout dans le monde. Exemple, en Afrique, l'UFC a vu l'émergence des superstars comme Francis Ngannou, Israël Adesanya au Nigeria et Kamaru Usman au Nigeria également. Par rapport aux contrats des combattants de l'UFC signent des contrats qui incluent des salaires fixes par combat, des bonus en fonction des performances et une part des revenus pay-per-view uniquement pour les superstars. Cependant, les salaires sont souvent critiqués et sont décrits comme insuffisants par rapport à ce que l'organisation gagne. Exemple, Francis Ngannou, qui était justement champion poids lourd, a exprimé sa frustration concernant sa rémunération. Et par rapport au marketing, chaque combattant est une marque à lui-même que l'UFC aide à promouvoir. Par exemple, Conor McGregor est devenu une icône mondiale grâce à ses provocations verbales, ses apparitions médiatiques et l'amplification de son image par l'UFC. Chaque événement de l'UFC est une production massive, nécessitant une logistique impeccable. L'UFC organise des combats dans des lieux emblématiques comme au Madison Square Garden à New York, au T-Mobile Arena à Las Vegas ou encore des stades emblématiques en Australie et au Brésil. Chaque événement est produit avec des standards cinématographiques. Caméra 4K, interviews exclusives, montage rapide, tout est conçu pour offrir une expérience immersive au public. Par rapport aux réseaux sociaux, l'UFC est l'une des organisations sportives les plus suivies sur Instagram, YouTube et Twitter. Chaque combat est promu avec des teasers, des interviews, des vidéos exclusives, attirant des millions de vues. Et des documentaires comme
UFC Embedded offre aux fans un aperçu des coulisses, créant un lien émotionnel avec les combattants et augmente l'engagement. La machine UFC est bien plus qu'une organisation sportive. C'est une entreprise multimilliardaire où chaque aspect est conçu pour maximiser l'impact, les revenus et l'expansion mondiale. Dana White, bien que connu comme étant l'homme derrière la transformation spectaculaire de l'UFC, a diversifié ses efforts au fil des années. Il a prouvé qu'il n'était pas seulement un visionnaire dans le sport de combat, mais aussi un entrepreneur capable de réussir dans différents secteurs. Cette partie explore ses autres projets en termes de business, détaillant ses initiatives, leur contexte et leur impact. Dana White a toujours eu un flair pour repérer les opportunités au-delà des arts martiaux mixtes. Une fois que l'UFC est devenue une machine bien huilée, il a cherché à s'étendre dans d'autres domaines. L'une des initiatives personnelles et uniques de Dana White a été le lancement de WFF, une série hebdomadaire qui diffuse sur les réseaux sociaux pour interagir avec ses fans. Il partage des anecdotes, des conseils de vie et d'entrepreneuriat, tout en maintenant une communication directe et authentique avec son audience. Bien que cette initiative ne soit pas une entreprise en soi, elle sert de tremplin pour ses autres projets et renforce son image personnelle de self-made man. L'une des entreprises les plus connues de Dana White en dehors de l'UFC est Howler Head, une marque de whisky à la banane. En tant qu'amateur de whisky et ayant constaté l'essor des spiritueux artisanaux, White a décidé d'investir dans un produit unique. Il a vu une opportunité dans un segment de marché sous-exploité, un whisky aromatisé haut de gamme. Il a créé un whisky infusé avec des arômes naturels de banane qui se distingue par son goût sucré et sa présentation audacieuse. Le marketing repose sur une image jeune, fun et provocante, parfaitement alignée avec sa marque personnelle. Et dès son lancement, Howler Head a connu un grand succès, notamment grâce à son intégration subtile mais stratégique lors des événements de l'UFC. Il était distribué dans plusieurs pays, générant des millions de dollars de chiffre d'affaires. Dana White a également investi dans l'immobilier de luxe, un domaine qui lui permet de se diversifier tout en consolidant sa fortune. Dana possède plusieurs propriétés de luxe dans des régions comme Las Vegas, où il réside d'ailleurs, et en 2016, il achète 3 manoirs collés pour un total de 7,3 millions de dollars dans le but de construire un complexe personnel. Et ses propriétés incluent des équipements haut de gamme tels qu'un gymnase privé, une piscine à débordement et des zones de loisirs exclusives. L'immobilier est non seulement un moyen de préserver son patrimoine, mais une démonstration de sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux. La passion de Dana White pour le fitness et le bien-être l'a également conduit à explorer des initiatives dans ce domaine. White a investi dans plusieurs salles de sport haut de gamme, principalement situées à Las Vegas et dans les grandes villes américaines. Ces salles de gym offrent des installations spécialisées pour les combattants professionnels et amateurs dans le fitness, et il a collaboré avec des entreprises telles que Body Armor, mais également Omnit, renforçant leur visibilité grâce à des placements de produits stratégiques lors des événements UFC. Dana White a également investi dans la création de contenu pour répondre à une demande croissante de contenu numérique et de divertissement. Dana White's Contender Series en 2017 est une plateforme qui met en lumière de nouveaux talents du MMA, offrant aux combattants émergents une chance de se faire remarquer. En plus de mettre en avant des nouveaux talents pour l'UFC, cette série génère des revenus importants grâce aux abonnements numériques. Le projet le plus fou de Dana White est ce qu'on appelle le Power Slap, centré sur des compétitions de slap fighting. Donc clairement les gens se mettent sur la gueule quoi, genre c'est un truc de fou. Ce concept repose sur des affrontements où les participants se donnent des claques et le gagnant est celui qui reste debout. Dana White sait très bien que ce type de contenu attire l'attention et il a carrément créé une série télévisée autour de ça qui s'appelle le Power Slap qui rencontre lui aussi un franc succès. La première compétition a été réalisée en 2022 et depuis ce nouveau sport commence à prendre de l'ascension. Les initiatives entrepreneuriales de Dana White montrent qu'il est bien plus qu'un dirigeant de sport. C'est un innovateur, un visionnaire et un homme d'affaires audacieux qui n'a pas peur de prendre des risques dans des industries variées. Chaque projet qu'il entreprend, qu'il s'agisse de spiritueux, d'immobilier, de technologie ou de concepts divers et variés, reflète son esprit compétitif et sa volonté de réussir à tout prix. Pour White, l'UFC est son chef-d'œuvre, mais ses autres entreprises prouvent que son ambition ne connaît aucune limite. Yes l'équipe, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Dana White incarne l'esprit d'un entrepreneur prêt à tout pour réaliser sa vision. Parti de rien, il a su conquérir un monde hostile en imposant ses propres règles. Mais son histoire n'est pas qu'une success story, c'est une leçon sur le courage, les sacrifices et l'audace nécessaires pour transformer l'impossible en réalité. Son parcours prouve qu'avec la passion et la détermination, aucun obstacle n'est infranchissable. Alors, quels sont les risques que vous êtes prêts pour pouvoir accomplir vos rêves? Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu et bien sûr à activer la cloche de notification. C'était Khalil le seul, on est ensemble. Tchuss.